Bienvenue au webinaire de SPO sur l'orientation des responsables de la PCI dans les soins de longue durée. Aujourd'hui, nous parlons du nettoyage de l'environnement. Je m'appelle Boyce Marifov et je suis chef d'équipe de la PCI à SPO. J'anime la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre administratif. Le clavardage a été désactivé pour limiter les distractions. Si vous avez des questions pendant la séance, veuillez utiliser la fenêtre de questions. Il y aura une discussion et une période de questions après la présentation. Les diapositives de la présentation et l'enregistrement de la séance seront disponibles dans 2 semaines. Pendant la séance, si vous éprouvez des problèmes techniques, veuillez envoyer un courriel à capacitybuilding@oahpp.ca. Voici nos conférencières d'aujourd'hui. Tanya Denish et Sarah Eden. Tanya pratique la prévention des infections depuis 2007. Elle détient un baccalauréat en sciences de l'Université de Waterloo et une maîtrise en microbiologie de l'Université de Guelph. Tanya était chef de l'équipe de la PCI dans la salle d'opération du service des urgences et le retraitement des dispositifs médicaux. Auparavant, elle a dirigé divers programmes de PCI, y compris les soins complexes pour les mères et les enfants et les soins intensifs à l'hôpital. Et voici Sarah. Sarah a reçu son BSc de l'Université Laurentienne et a suivi des cours supplémentaires en épidémiologie et en contrôle des infections. Elle a obtenu sa désignation CIC et a été recertifiée par le CBIC. Elle a travaillé comme assistante de recherche et praticienne en prévention des infections dans un grand hôpital universitaire de soins actifs. Sarah s'est jointe aux réseaux régionaux de contrôle des infections en 2008. Depuis, elle a travaillé comme coordonnatrice du réseau et directrice intérimaire du réseau régional de contrôle des infections. Elle travaille maintenant comme spécialiste régionale de la PCI à SPO. À vous, Sarah. Merci beaucoup, Boyce. Bienvenue à toutes et à tous, et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous présenter une autre séance de cette série d'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage de la séance sont de décrire le rôle de l'environnement dans la transmission des agents infectieux et l'importance de collaborer avec les services environnementaux. La collaboration peut prendre diverses formes. Faire des vérifications des services environnementaux, élaborer des politiques et procédures, ou s'assurer que vos services environnementaux respectent les pratiques exemplaires. Nous allons aussi examiner les principes clés du nettoyage et de la désinfection de l'environnement, ainsi que les enjeux de PCI concernant l'environnement physique, la gestion des déchets et la manipulation du linge sale et propre. À l'ordre du jour, nous présenterons brièvement la liste de vérifications pour l'orientation des responsables de PCI en milieu de soins de longue durée. Nous passerons ensuite au contenu de l'exposé, soit le nettoyage de l'environnement. Enfin, nous aurons quelques minutes pour les questions et réponses. Vous avez peut-être déjà vu cette image lors de nos séances précédentes. Cette ressource est disponible sur notre site Web. Il s'agit de la liste de vérification pour l'orientation des responsables de la PCI en milieu de soins de longue durée. SPO a créé une page Web qui contient cette liste de vérification ainsi que la série d'exposés, dont celui d'aujourd'hui. Ces webinaires seront enregistrés et affichés à cet endroit. Nous espérons que cette liste de vérification et cette série d'orientations vous aideront à élaborer une feuille de route pour votre apprentissage et votre perfectionnement professionnel continu. Avant de commencer, il est très important de réfléchir à ce que sont les infections associées aux soins de santé et au rôle de l'environnement. Les infections associées aux soins de santé résultent d'interventions de soins ou du fait de vivre, de travailler
ou de faire une visite dans un milieu de soins de santé. De nombreux facteurs contribuent au développement d'une infection associée aux soins de santé. Vous en connaissez peut-être certains. Par exemple, il y a l'âge, un plus grand nombre de résidents dans votre foyer et des traitements complexes. Il y a peut-être aussi l'utilisation accrue d'antimicrobiens dans les soins de santé, ce qui pourrait contribuer à la création d'un réservoir de micro-organismes résistants. De plus, la réparation des infrastructures et la rénovation des installations vieillissantes peuvent créer un risque de maladies fongiques et de spores en suspension dans l'air. De nombreux facteurs contribuent au développement d'une infection associée aux soins de santé. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la propreté de l'environnement. Un facteur clé est la propreté de l'environnement entourant le résident. L'environnement influe sur l'incidence des infections dans les milieux de soins de santé. Quelles sont les données probantes? Ou comment savons-nous que l'environnement est impliqué dans ces infections associées aux soins de santé? Il a été démontré que l'environnement médical est un réservoir d'agents infectieux. Il peut s'agir de bactéries comme le SARM, le RV ou le C. difficile, ou de virus comme la COVID-19 ou la grippe, ou ce pourrait être des champignons comme l'aspergillus. Et on sait que les germes peuvent être transmis de l'environnement aux résidents. L'image du côté droit de votre écran représente la couverture d'un de nos documents du CCPMI, c'est-à-dire le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses. Ce document porte sur les pratiques exemplaires de nettoyage de l'environnement en vue de la prévention et du contrôle des infections dans les milieux de soins de santé. Il contient des citations de nombreux éléments de preuve qui permettent de voir à quel point l'environnement a un impact. Il démontre que les germes survivent dans l'environnement et qu'ils peuvent se propager de l'environnement à vos résidents ou à vos clients. Les environnements contaminés sont associés à des infections chez les résidents. Enfin, le nettoyage efficace entrave la propagation des infections. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. C'est l'un de nos objectifs. C'est pourquoi nous travaillons en prévention et contrôle des infections, car c'est ce que nous voulons accomplir. En tant que responsable de la PCI, quel est mon rôle et pourquoi devrais-je collaborer? Le nettoyage de l'environnement est crucial dans la prévention et le contrôle des infections. En tant que responsable de la PCI, vous pouvez fournir de l'information au personnel des services environnementaux et veiller à ce que des représentants des services environnementaux siègent au comité de la PCI. Vous pouvez participer à l'établissement des rôles et des responsabilités quant au nettoyage de l'environnement, ou encore veiller à savoir qui nettoie le matériel et les dispositifs de soins partagés destinés aux résidents. Le fournisseur de soins le fait-il au point d'intervention? Est-ce les services environnementaux qui s'en occupent? Il est important d'aider à définir certains de ces rôles. Vous pouvez aussi veiller à ce que les politiques et les procédures de l'organisation soient fondées sur des pratiques exemplaires. Vous pouvez aussi consulter les services environnementaux au sujet de la sélection des produits et souligner la nécessité de suivre les instructions du fabricant. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de collaboration. Le responsable de la PCI doit travailler avec les services environnementaux pour atteindre les objectifs communs de prévention de la transmission d'agents infectieux de l'environnement aux personnes qui vivent dans votre foyer de soins de longue durée, y reçoivent des soins, y travaillent ou le visitent. Cela nous amène aux principes clés du nettoyage et de la désinfection de l'environnement. De nombreux responsables de la PCI en milieu de soins de longue durée viennent de milieux cliniques et n'ont pas reçu d'éducation ou de formation sur le nettoyage et la désinfection de l'environnement de soins. C'est pourquoi ce sujet particulier est inclus dans notre série d'apprentissage, ainsi que des ressources et des liens supplémentaires qui vous aideront à comprendre certains de ces principes clés.
Commençons par certains de ces principes. J'ai mentionné que les responsables de la PCI peuvent travailler avec les services environnementaux pour sélectionner et acheter de l'équipement. L'administration de votre établissement de soins de santé est responsable de veiller à ce que tout article utilisé pour la prestation de soins aux résidents puisse être nettoyé et désinfecté conformément aux instructions du fabricant. L'équipement de nettoyage de l'environnement doit lui aussi pouvoir être nettoyé et désinfecté selon les normes. Il y a des considérations clés ici. Lorsque vous participez à la sélection et à l'achat d'équipements, vous devez tenir compte des exigences en matière de santé au travail, de la sécurité des résidents, de la PCI et de la sécurité environnementale. L'équipement acheté doit être accompagné d'instructions écrites sur la manière de le nettoyer et de le désinfecter. Tout équipement qui entre dans votre foyer doit pouvoir être nettoyé et désinfecté conformément aux instructions du fabricant et aux normes recommandées. Cela s'applique à tous les articles prêtés ou partagés. Vous voulez vous assurer de ne pas apporter dans votre foyer de l'équipement qui ne peut pas être bien nettoyé et désinfecté et d'avoir des politiques écrites à cet effet. Et si vous recevez des dons d'équipement ou de l'équipement prêté ou partagé, vous devez vous assurer qu'il peut être nettoyé et désinfecté de façon appropriée aussi. Les articles fournis par des organismes externes qui leur sont ensuite retournés pour être nettoyés et désinfectés doivent aussi respecter les mêmes normes que l'équipement qui serait nettoyé ou désinfecté à l'interne. Il peut s'agir de lits thérapeutiques, de surfaces ou de matelas qui peuvent être nettoyés ou désinfectés à l'extérieur. Ces organismes doivent aussi respecter les mêmes normes. Examinons le nettoyage et la désinfection qui s'effectuent dans votre foyer. Il faut tenir compte des finis et des surfaces dans un contexte de soins de longue durée. Il est très important que vous participiez à la sélection de ces éléments. Et si ce n'est pas le cas, c'est un domaine dans lequel vous voulez intervenir afin de donner votre avis avant que les articles arrivent dans votre foyer pour vous assurer que les surfaces peuvent en fait être nettoyées. Lorsqu'on pense aux finis et aux surfaces, on pense au matériel médical, mais aussi à tous les autres finis et toutes les autres surfaces dans votre foyer. Il y a les matériaux pour les planchers, les plafonds, les murs, tout type d'ameublement. On veut réfléchir à quelques caractéristiques différentes. D'abord, les articles ou les surfaces doivent être nettoyables. Les surfaces doivent pouvoir résister au nettoyage fréquent régulier avec les détergents, les nettoyants et les désinfectants utilisés dans les milieux de soins de santé. Les finis et les surfaces doivent être compatibles avec les produits que vous utilisez. Tous les meubles rembourrés dans les zones de soins doivent être recouverts de tissus étanches, non poreux et résistants aux produits de nettoyage. Une autre chose à laquelle il faut réfléchir, les finis et les surfaces doivent être faciles à entretenir et à réparer au besoin. Les tissus déchirés ou endommagés permettent l'entrée de micro-organismes et ne peuvent pas être nettoyés adéquatement. Les objets égratignés ou ébréchés permettent l'accumulation de micro-organismes et sont plus difficiles à nettoyer et à désinfecter. Vous voulez mettre en place un système pour inspecter régulièrement les articles de votre foyer afin de confirmer qu'ils sont en bon état. Ensuite, les finis et les surfaces doivent pouvoir empêcher la prolifération microbienne. Les matériaux qui retiennent l'humidité sont plus susceptibles de favoriser la croissance des germes ou des micro-organismes. Vous voulez des matériaux qui ne retiennent pas l'humidité. Les surfaces dures, comme les métaux et les plastiques durs, sont moins susceptibles de favoriser cette croissance. En ce qui concerne les surfaces, les articles
qui n'ont pas de couture ou de surface poreuse sont préférables. J'ai parlé des tissus. Pour éviter les problèmes, n'utilisez pas de tissus comme le coton et les tissus poreux dans les zones de soins où se trouvent des clients et des résidents vulnérables. Vous voulez que les surfaces puissent être nettoyées. Pour ce qui est des inspections, mettez en place une politique selon laquelle le personnel doit signaler ou retirer les articles endommagés des zones de soins. Il peut s'agir de remplacer des matelas ou des têtes d'oreiller s'ils sont déchirés ou si l'on peut voir des taches visibles ou des traces de liquide les ayant pénétrés. Il doit y avoir un processus indiquant aux gens comment les signaler, les retirer et les remplacer. Il y a une case de rappel sur cette diapositive. Nous comprenons que des résidents ou des membres de la famille peuvent vouloir apporter des articles dans votre foyer et que certains articles ne répondent pas à ces critères pour la finition et la surface. Vous devez penser à gérer cela selon les politiques et les procédures de votre foyer ainsi qu'au cas par cas. Selon les meubles, il pourrait y avoir des options pour le recouvrir de matériaux nettoyables ou vous pourriez restreindre l'utilisation à ce résident seulement et avoir un plan pour le faire nettoyer s'il entre en contact avec du sang ou des liquides organiques. Nous voyons de plus en plus d'équipements électroniques dans les établissements de santé. En général, si votre équipement ne peut pas être nettoyé ou désinfecté adéquatement ou couvert pour permettre le nettoyage et la désinfection appropriés, il ne doit pas entrer dans l'environnement de soins immédiats. Veillez à l'application de politiques et de procédures sur le nettoyage et la désinfection appropriée des appareils électroniques par le personnel. J'ai beaucoup parlé du rôle de l'environnement et de l'importance de l'environnement dans la prévention de la transmission. Je veux parler de la façon dont nous allons atteindre certains des objectifs de nettoyage de l'environnement. Quels sont ces principes clés? Il faut penser au nettoyage et à la désinfection, et Tania entrera dans les détails tantôt. Je veux d'abord parler des produits. Les détergents et les agents nettoyants. Les détergents et les agents nettoyants enlèvent la saleté et les autres souillures. Ce peut être des matières organiques, comme le sang ou les liquides organiques. Ces produits doivent être approuvés par les équipes de services environnementaux, de PCI et de santé au travail. Les détergents et nettoyants doivent être utilisés conformément aux recommandations du fabricant. Et si vous utilisez un produit qui est un nettoyant ou un désinfectant, cela fait partie d'un processus en 2 étapes. Il faut d'abord procéder au nettoyage, donc enlever les souillures et les matières organiques et nettoyer. Les surfaces doivent être nettoyées avant d'être désinfectées. La deuxième étape est la désinfection avec un désinfectant de qualité hospitalière. Parlons maintenant des désinfectants. Les désinfectants tuent et désactivent rapidement la plupart des agents infectieux. Si vous avez un produit qui n'est qu'un désinfectant et que ce n'est pas un produit à la fois nettoyant et désinfectant, de type 2 en 1, qui fait à la fois le nettoyage et la désinfection, et c'est très important de le savoir. Donc, si vous avez un désinfectant, vous devez d'abord nettoyer avant de désinfecter. Vos produits désinfectants doivent aussi être approuvés par les services environnementaux et les équipes de PCI et de santé au travail. Les désinfectants doivent porter un numéro d'identification du médicament ou DIN. Le numéro DIN de Santé Canada est nécessaire pour s'assurer d'utiliser un désinfectant de qualité hospitalière. Nous avons un lien dans nos documents du CCPMI si vous voulez plus de renseignements ou un lien pour en savoir plus sur le numéro DIN. Ces produits doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant. C'est un peu le même thème et c'est une considération très importante.
J'ai parlé des nettoyants et des désinfectants. Il peut s'agir de produits à une seule étape où vous utilisez deux produits ou d'un produit combiné qui est à la fois un produit nettoyant et un désinfectant. Parlons maintenant des considérations pour le choix d'un produit désinfectant. En tant que responsable de la PCI, vous participez, du moins je l'espère, à certaines décisions lorsque votre foyer veut changer de produit désinfectant actuel ou les évaluer. Voici quelques considérations. Assurez-vous que le produit porte un numéro d'identification du médicament, de sorte que vous utilisez un désinfectant de qualité hospitalière. Dans le cas de l'alcool, le produit peut avoir un numéro de produit naturel ou NPN. Vous voulez connaître la nature de l'article à désinfecter et vous voulez aussi connaître les exigences relatives au temps de contact. Alors, parlons un peu des considérations concernant la santé au travail et l'environnement. Lorsque nous pensons à ces produits, nous voulons aussi penser à ce qui suit. Y a-t-il d'autres considérations pour l'article à désinfecter? Par exemple, si les exigences relatives au temps de contact pour ce produit sont très longues, votre établissement sera-t-il en mesure de le faire en fonction des horaires de nettoyage de l'environnement? Est-ce faisable? Souvent, il est plus facile de réduire les temps de contact pour s'assurer que les exigences en matière de temps de contact sont respectées. Il peut y avoir différentes considérations en matière de santé et sécurité au travail. Les désinfectants peuvent être l'un des principaux allergènes susceptibles d'affecter le personnel fournissant des soins. Vous voulez choisir des produits qui ont un profil non toxique et non irritant. Ces considérations liées à la santé au travail sont pertinentes. Il y a aussi les considérations environnementales. Vous pouvez envisager des produits biodégradables et sans danger pour l'environnement. Dans la mesure du possible, évitez les désinfectants qui peuvent être dangereux, que ce soit lors de la fabrication ou lorsqu'ils sont éliminés dans le système de gestion des déchets ou qui ne sont pas facilement biodégradables. Voilà donc des considérations pour le choix des désinfectants. Et cela nous amène à l'utilisation de désinfectants. L'article doit d'abord être nettoyé, de sorte que toute saleté visible, toute souillure et tout type de liquide organique, s'il y en a, soit éliminé avant la désinfection. Le désinfectant doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Par exemple, il faut s'assurer de bien diluer le produit. Si vous avez un produit désinfectant, cette dilution est requise. Vous devez utiliser la bonne dilution, ce qui peut nécessiter des tests d'assurance de la qualité ou un suivi, comme des bandelettes réactives, pour vérifier que la solution continue d'être active. Y a-t-il des exigences liées à la bonne température? Il s'agit de la température à laquelle le produit doit être entreposé ou utilisé afin que l'agent de désinfection soit actif et fonctionne comme prévu. Et qu'en est-il du temps de contact, c'est-à-dire combien de temps le désinfectant doit-il être humide et en contact avec la surface qui est désinfectée? Cela déterminera aussi la quantité de produit nécessaire pour s'assurer qu'il reste humide pendant cette période de contact. Lorsque des désinfectants sont utilisés, ayez des politiques et des procédures qui réduisent au minimum la contamination afin qu'un chiffon souillé ne soit pas immergé à nouveau dans le désinfectant. Donc, qu'il n'y ait pas de double immersion. Vos solutions doivent être gérées et modifiées fréquemment. Nous avons quelques diapositives sur les lingettes désinfectantes car elles sont fréquemment utilisées dans les établissements de santé. Les lingettes désinfectantes ne doivent pas être la principale méthode de nettoyage et de désinfection, mais elles ont un rôle à jouer, surtout pour ce qui est du nettoyage et de la désinfection du matériel pouvant être utilisé au point d'intervention. Il faut donc penser à les utiliser correctement.
L'image montre un contenant ouvert avec des lingettes désinfectantes. Lorsque vous les entreposez, ce serait merveilleux de les garder à proximité du point d'intervention. Les fournisseurs de soins de santé qui utilisent des lingettes désinfectantes savent comment les utiliser et savent qu'il faut fermer le couvercle des contenants afin que les lingettes restent humides. Si les lingettes sont sèches, elles ne seront plus efficaces. Les lingettes séchées doivent être éliminées. Les lingettes doivent être accompagnées d'une fiche de données de sécurité et être utilisées conformément à celle-ci. Il faut tenir compte des considérations relatives à la santé au travail ou à leur utilisation sécuritaire. Par exemple, portez des gants pour les manipuler si cela est recommandé. Assurez-vous que l'ingrédient actif est un désinfectant approprié de qualité hospitalière. Il peut y avoir d'autres ingrédients dans les lingettes désinfectantes pour améliorer l'efficacité, mais il faut s'assurer d'utiliser des désinfectants appropriés de qualité hospitalière. Si vous nettoyez un équipement de grande taille, il doit rester humide pendant le temps de contact nécessaire. Pour certaines pièces d'équipement, cela peut signifier qu'il faut utiliser plus d'une lingette. On utilise généralement des lingettes pour les articles qui ne peuvent pas être trempés ou immergés. On peut les utiliser pour du matériel servant au point d'intervention, comme un stéthoscope par exemple. Quand peut-on utiliser des lingettes? J'ai souvent mentionné des articles de l'environnement de soins qui ne tolèrent pas le trempage. Les lingettes sont un désinfectant supplémentaire à utiliser. Elles ne sont pas le désinfectant principal pour toutes les zones du foyer, mais elles peuvent être utiles pour les pièces d'équipement non essentielles qui doivent être désinfectées. Le stéthoscope est un exemple d'article utilisé au point d'intervention. Si vous avez des utilisateurs qui nettoient leur équipement, vous devez avoir des politiques et des procédures pour que les gens sachent qui est responsable de nettoyer cet équipement et comment déterminer si une pièce d'équipement partagée a été nettoyée et désinfectée. Il est impossible de savoir si l'équipement a été désinfecté ou non simplement en l'inspectant visuellement ou en l'examinant. Vous voulez avoir un moyen d'identifier qui fait cette désinfection, que ce soit fait à l'endroit où l'article est entreposé, dans vos politiques et procédures. Il peut s'agir d'un travailleur de la santé qui désinfecte l'article immédiatement après l'utilisation avant de le retourner à l'endroit désigné, mais vous devez y penser en termes de lingettes désinfectantes. Je sais qu'il y a eu pas mal d'informations sur les concepts clés de la sélection des produits de nettoyage et de désinfection. Je cède maintenant la parole à Tania. Elle vous parlera un peu plus du nettoyage et de la désinfection de routine et vous expliquera le reste de cette partie de l'exposé. Merci beaucoup, Sarah. Passons à la prochaine partie de l'exposé. Parlons du nettoyage de routine et de la désinfection, ainsi que des critères de risque et de la fréquence du nettoyage pour ces zones. Les pratiques de nettoyage de routine sont nécessaires pour maintenir des mesures précises de propreté. Elles doivent être efficaces et cohérentes pour réduire la transmission des micro-organismes. Nous appliquons le nettoyage de routine chaque fois que nous nettoyons. La fréquence du nettoyage dépend de la catégorie de risque, de la surface de l'article à nettoyer et d'autres choses. Par exemple, les surfaces fréquemment ou rarement touchées, la vulnérabilité de la population résidente ou cliente et le niveau de contamination ainsi que l'activité dans la zone. Prenons le cas d'un téléphone dans différentes zones de soins. Si le téléphone se trouve dans la chambre d'un résident, il peut être touché par de nombreuses personnes, y compris celles qui ont une maladie infectieuse. S'il est dans le bureau d'un gestionnaire, une seule personne y accédera probablement. Il ne sera nettoyé que périodiquement. Mais comme la chambre des résidents est une surface fréquemment touchée, elle doit être nettoyée plus souvent. C'est un exemple d'article qui dépend de l'aire de soins. Selon la zone où il se trouve, il exigera un niveau de nettoyage différent. Les prochaines diapositives parlent des surfaces fréquemment touchées, de leur vulnérabilité et du niveau de contamination. Nous utilisons deux mesures de propreté en soins de santé afin de stratifier le niveau de nettoyage, la propreté hôtelière et la propreté hospitalière.
La composante hôtelière concerne les zones qui ne participent pas aux soins aux clients résidents. Halles d'entrée, salles d'attente, bureaux, corridors, ascenseurs, escaliers et aires de service. La mesure de la propreté dans ces zones est fondée sur l'apparence visuelle. Elle comprend l'enlèvement de la poussière et de la saleté, l'élimination des déchets et le nettoyage des fenêtres et des surfaces. La propreté hospitalière comprend tous les éléments de la propreté hôtelière ainsi que des facteurs supplémentaires. Ce nettoyage se fait toujours dans la zone où le client reçoit des soins, comme les unités et les chambres des résidents, y compris les postes de soins infirmiers, les salles d'intervention, les salles de bain, les salles de clinique et les salles de diagnostic et de traitement. Le nettoyage hospitalier vise à éliminer la contamination microbienne dans l'environnement. La propreté hospitalière complète comprend tous les éléments de la propreté hôtelière. Elle comprend aussi le nettoyage et la désinfection des surfaces fréquemment touchées, le nettoyage et la désinfection de l'équipement médical non essentiel et la vérification de ces pratiques pour s'assurer de la conformité. Le document du CCPMI explique que cette stratification permet d'établir l'ordre de priorité de nos ressources en soins de santé et en services environnementaux. Au besoin, elles sont classées par ordre de priorité dans les zones de propreté hospitalière, c'est-à-dire les zones où les résidents reçoivent des soins. Donc, s'il faut les cibler, elles vont là d'abord et c'est là où elles sont centrées. Ceci nous permet d'affecter en priorité les ressources humaines, les fournitures et l'équipement à ces zones. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer quand nettoyer. Il faut tenir compte de quelques éléments. À quelle fréquence faut-il nettoyer la surface selon qu'elle est touchée fréquemment ou rarement? Le Comité consultatif provincial des maladies infectieuses déclare qu'il faut nettoyer régulièrement les surfaces fréquemment touchées, comme les miroirs, les fenêtres et les murs. Bien sûr, il faut toujours nettoyer les surfaces souillées ou les déversements. Les surfaces fréquemment touchées sont les poignées de porte, les rampes ou les interrupteurs. Il faut les nettoyer au moins une fois par jour, mais plus souvent si le risque de contamination est plus élevé. Il faut aussi tenir compte de l'activité qui se déroule dans la zone en question et se demander si du sang ou des liquides organiques pourraient augmenter le risque de contamination de l'environnement. Il faut aussi prendre en compte la vulnérabilité des résidents dans la zone. Sont-ils immunodéficients? Quelle est leur vulnérabilité particulière à l'infection? Y a-t-il des surfaces susceptibles d'être exposées à du sang ou à des liquides organiques? Si c'est le cas, vous voulez vraiment envisager d'augmenter la fréquence de nettoyage et de désinfection. Il faut aussi se demander si les résidents ont un certain type d'infection, comme C. difficile ou entérocoque résistant à la vancomycine, ERV. Dans ces cas, il y aura des recommandations spéciales pour le nettoyage. Pour les patients et les résidents atteints de C. difficile, on recommande de nettoyer les salles de bain 2 fois par jour avec un désinfectant capable de tuer les spores, donc un sporicide. Dans le cas des résidents dont la présence d'ERV est confirmée ou soupçonnée, on peut envisager d'augmenter la fréquence du nettoyage à 2 fois par jour si on craint une transmission ou une éclosion. Ce sont des éléments à prendre en considération lorsqu'on pense à la fréquence de nettoyage. Les éclosions. Il peut être nécessaire d'effectuer un nettoyage supplémentaire ou amélioré du milieu de soins lorsqu'une éclosion se produit afin de contrôler la transmission du micro-organisme à l'origine de l'éclosion. Le comité de gestion des éclosions doit comprendre des représentants des services environnementaux. Le comité doit diriger la coordination des activités de nettoyage des services pendant l'éclosion. Ainsi, les politiques et les procédures à revoir doivent comprendre des mesures d'urgence pour augmenter l'effectif des services environnementaux, pour permettre d'augmenter la capacité pendant les éclosions, telle que déterminée par le comité de gestion des éclosions. Par exemple, faire appel à du personnel supplémentaire pour le nettoyage en profondeur ou de décontamination et pour le nettoyage supplémentaire de ces zones d'éclosion. Vous pourriez avoir besoin de plus de personnel de supervision et devoir apporter plus d'équipements et de fournitures pour des zones d'éclosion. Lorsqu'un résident fait l'objet de précautions supplémentaires, il faut installer un affichage au-dessus de la porte à l'entrée de sa chambre. Cet affichage indique le pays requis pour entrer dans la chambre et y exercer des activités. On utilise des précautions supplémentaires ou des interventions de PCI en plus des pratiques de base.
Donc, l'affichage de précautions contre les contacts et l'exposition aux gouttelettes ou par voie aérienne nous indique qu'il faut ajouter ces précautions supplémentaires à nos pratiques de routine habituelles pour aider à interrompre la transmission de l'agent que nous essayons de contrôler. Et tout le personnel de l'installation, quelle que soit la discipline, doit respecter ces précautions avant d'entrer dans la chambre. C'est un facteur très important. Et lorsque des précautions supplémentaires nécessitent un nettoyage supplémentaire, il faut avoir un processus pour le communiquer au personnel des services environnementaux. Différents établissements utilisent différentes modalités de communication. Mais il est très important que les travailleurs en services environnementaux sachent qu'ils devront nettoyer davantage, surtout avec des organismes comme C. difficile, les entérobactéries productrices de carbapénémase et les ERV. Dans ces cas, on peut prévoir des procédures de nettoyage supplémentaires. Le domaine des services environnementaux et de la technologie continue d'évoluer. De nouvelles méthodes de nettoyage et de désinfection sont constamment mises au point. Certaines de ces technologies intéressantes peuvent être utilisées dans certaines applications, mais peut-être pas dans d'autres. Certaines sont peut-être nouvelles pour vous. Le document du CCPMI traite de certaines technologies que l'on voit ici, comme les systèmes de pulvérisation électrostatique, la désinfection de l'air et la brumisation, à l'aide de systèmes à peroxyde d'hydrogène, d'ozone gazeux ou d'eau superoxydée, ainsi que le rayonnement UV, la vapeur d'eau ou l'équipement imprégné d'antimicrobiens. Nous vous recommandons de tenir compte de quelques facteurs avant de passer à un nouveau produit. En particulier, son efficacité et sa facilité de mise en œuvre. Il y a aussi des questions de santé et sécurité au travail, comme la toxicité pour les résidents ou les travailleurs de santé, ainsi que des considérations ergonomiques et les répercussions sur les coûts. Rappelez-vous que ces nouvelles technologies ne remplacent pas le nettoyage de l'environnement de routine. Elles viennent s'ajouter au nettoyage et à la désinfection de l'environnement que vous faites déjà. Il s'agit d'une couche supplémentaire de nettoyage que vous ajoutez. Il est aussi judicieux de suivre les instructions du fabricant et de s'adresser aux établissements qui utilisent déjà ces technologies. Ils pourront peut-être vous guider et vous fournir des renseignements et des recommandations sur la façon dont ils ont pu déployer ces technologies. Ils peuvent parler des avantages, des inconvénients et des réussites qu'ils ont connus avant que vous fassiez votre achat. Vous pouvez aussi parfois organiser un essai avec le fabricant pour voir comment le produit fonctionnera dans votre établissement et comment vous allez le déployer. Les responsables de la PCI doivent participer à la formation du personnel en services environnementaux et de les former au moment de leur embauche, ce qui est absolument nécessaire, mais aussi tout au long de leur carrière. Et cette formation doit être fournie au personnel employé par l'établissement ainsi qu'à toute agence contractuelle qui pourrait travailler dans votre établissement. Assurez-vous de mettre en œuvre des pratiques de PCI uniformes. Les programmes de formation doivent comprendre des plans écrits ainsi qu'un dossier de formation écrit. Ainsi, vous pouvez vous assurer que toute la formation a eu lieu. Lors de l'intégration d'un travailleur en services environnementaux ou autres, il faut adopter des pratiques de vérification. Il faut observer le travailleur en train de faire son travail et utiliser une liste de vérification pour l'évaluation visuelle de la propreté, les audits de rendement et les tests de la surface nettoyée. Par exemple, un marqueur fluorescent ou un test ATP permet de vérifier si le nettoyage a été effectué correctement. La formation doit couvrir tous les aspects du nettoyage et de la désinfection. Cela comprend la chaîne de transmission, la lutte antiparasitaire, et l'intervention en cas d'éclosion. Ainsi, tout le monde a une vue d'ensemble des pratiques de PCI attendues dans l'établissement. Passons maintenant à autre chose. Parlons des considérations en PCI pour la gestion de l'environnement physique, des services environnementaux, du nettoyage de l'environnement, ainsi que de la gestion des déchets et du linge sale. Nous allons discuter de certaines de ces choses. L'environnement physique. Les considérations en PCI comprennent un nombre suffisant de placards d'entretien ménager pour maintenir un environnement propre et salubre. Les salles de nettoyage de l'environnement doivent être munies d'EPI, être ventilées et être dotées d'un lavabo réservé à l'hygiène des mains et d'un bassin oculaire.
Elles doivent être verrouillées et à accès restreint et ne jamais contenir d'effets personnels, d'aliments ou de boissons. Je sais qu'il est difficile de faire respecter l'interdiction d'entreposer des aliments et des boissons dans ces endroits, mais il faut vraiment s'y conformer. Conformément aux pratiques du CCPMI, les placards d'entretien ménager doivent être sous pression négative par rapport aux zones environnantes. C'est un élément à garder à l'esprit lors de la conception de nouvelles installations ou du réaménagement de vos espaces existants pour les mettre en conformité avec les lignes directrices actuelles. Les locaux utilitaires souillés constituent un autre élément de l'environnement physique. Ces locaux doivent être situés aussi près que possible du point d'intervention. Ainsi, le personnel n'a pas à transporter des articles souillés sur une grande distance dans l'ensemble de l'établissement. Il doit y avoir une séparation claire des aires d'entreposage des fournitures propres et du local des articles souillés. Les aires doivent être distinctes. Il ne doit pas y avoir d'entreposage d'articles propres dans les salles de services publics souillées. Il doit aussi y avoir un lavabo réservé à l'hygiène des mains. La gestion des déchets. Vous devriez déjà avoir une politique organisationnelle. Cette politique doit mentionner la collecte, l'entreposage, le transport, la manipulation et l'élimination des déchets. Elle devrait être fondée sur les lignes directrices provinciales et les règlements locaux. Les déchets sont séparés au point de production dans les contenants à main libre munis d'un couvercle. Les déchets tranchants doivent être éliminés dans des récipients pour objets tranchants à l'épreuve des fuites et des perforations. Ils ont généralement un symbole de danger biologique. N'oubliez pas de ne pas les remplir à plus de 3/4. Ils doivent être disponibles au point d'intervention. Le personnel responsable de la manipulation des déchets doit être formé et connaître l'EPI requis. Il doit savoir comment mettre et enlever cet EPI de façon appropriée et doit donc recevoir une formation à cet effet. On veut éliminer les déchets le plus rapidement possible au point d'utilisation et s'assurer qu'ils n'ont pas à traverser l'installation. Dans le cadre de votre politique de vaccination du personnel, voici les normes relatives aux déchets. Immuniser contre l'hépatite B et le tétanos. Le linge sale. Pour les considérations en PCI, vous devez avoir une politique organisationnelle qui couvre tous les aspects de la manipulation du linge sale. Plus précisément, la manipulation, la collecte, le lavage et le séchage du linge sale. Elle doit aussi couvrir les attentes en matière d'hygiène des mains et d'EPI, ainsi que la formation du personnel sur les procédures de lavage. Un rappel que le linge des résidents et de lit peut être contaminé par du sang et des liquides organiques. Le personnel doit porter l'EPI, surtout s'il anticipe des éclaboussures. Il peut devoir enfiler une blouse, un écran facial et un masque pour se protéger. C'est un domaine qu'on oublie parfois. Le linge sale peut aussi être une source d'exposition aux liquides organiques. Le personnel doit se rappeler d'enlever la grosse saleté avant de placer un article dans le sac à linge. Et pour ce faire, doit porter des gants, une blouse et un masque au besoin. La lessive et le linge doivent être manipulés de façon à empêcher la contamination de l'environnement. Il faut s'abstenir de secouer ou d'agiter le linge lorsqu'on défait les lits. Il faut aussi envelopper tout le linge mouillé dans un drap sec ou une serviette sèche avant de le placer dans un sac à linge afin de contenir la saleté. Les sacs à linge ne devraient pas être trop remplis ni attachés trop fermement. Nous avons tous vu les pratiques qu'il faut décourager. Par exemple, des sacs très serrés jetés dans le couloir, trop remplis et trop lourds pour que le personnel puisse les soulever. Vos politiques doivent donc prendre en compte quelques éléments. Les articles utilisés pour le nettoyage de l'environnement, comme les chiffons et les têtes de vadrouille, doivent être lavés séparément du linge des résidents. Les réglages de lavage et de séchage doivent tenir compte des instructions du fabricant pour la matière à laver ainsi que du détergent. Il faut aussi respecter la durée du cycle, la température, la charge, le volume et la qualité de l'eau pour s'assurer que le linge est bien nettoyé. Précautions supplémentaires. Il y a beaucoup de questions. Y a-t-il des considérations particulières pour le linge des résidents faisant l'objet des précautions supplémentaires? Non. Il n'y a pas de recommandations spéciales concernant le transport, la manipulation, le lavage ou le séchage du linge. Les pratiques de base sont suffisantes.
Vous n'avez pas à séparer ces articles et à les laver séparément de ceux des autres résidents. Et il n'y a pas de recommandation spéciale pour le lavage de la vaisselle ou d'ustensiles réutilisables. Pour les pratiques habituelles de décontamination, un lave-vaisselle commercial avec de l'eau chaude et un détergent est considéré comme suffisant. Vous pouvez donc suivre vos procédures normales ici aussi. Voici quelques ressources supplémentaires pour approfondir votre apprentissage. Notre trousse d'outils pour le nettoyage de l'environnement est disponible sur le site Web de SPO. Il y a aussi le document du CCPMI, pratique exemplaire de nettoyage de l'environnement. Il y a aussi un document sur la désinfection par UV pour le SRAS-CoV-2 et une foire aux questions sur le système de désinfection par pulvérisation électrostatique contre la COVID-19. Passons maintenant à la période de questions avec Boyce. Oui, merci beaucoup. Tanya et Sarah, c'était très complet. Passons maintenant à la période de questions pour répondre à certaines de vos questions. Veuillez continuer à entrer vos questions dans la fenêtre. Je vais commencer par celles qui sont affichées. Je vais combiner les deux premières questions. Comment savez-vous si un produit n'est qu'un désinfectant ou s'il s'agit d'un désinfectant combiné à un nettoyant? Et si c'est le cas, devons-nous nettoyer 2 fois, une fois pour nettoyer et une fois pour désinfecter? Sarah, allez-y. Oui, alors, il sera important de se familiariser avec les produits utilisés. Les instructions du fabricant sont importantes pour savoir comment utiliser le produit, mais l'étiquette du produit est aussi importante. Elle indique le type de produit, c'est-à-dire s'il s'agit à la fois d'un nettoyant et d'un désinfectant. J'espère que cette information est utile. Vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires sur ce domaine dans le document du CCPMI. Il comporte des sections sur la sélection des produits et d'autres détails sur les domaines de collaboration possibles avec les gestionnaires des services environnementaux. D'accord, merci. Pour les chaises de douche et les commodes, toutes les lingettes désinfectantes sont-elles acceptables ou doit-on utiliser un vaporisateur sporicide? D'accord, je vais poursuivre. J'ai déjà mentionné que vous voulez examiner les instructions du fabricant pour l'utilisation de tous les équipements. Cela comprend les chaises de douche et les chaises d'aisance. Vous voulez vous assurer que les articles qui sont nettoyés et désinfectés sont compatibles avec les nettoyants et les désinfectants que vous utilisez. Les chaises de douche et les chaises d'aisance sont des pièces d'équipement de grande taille. Si vous avez de l'équipement de grande taille qui peut être trempé, ou si vous utilisez un chiffon avec votre produit désinfectant ou votre nettoyant et ensuite votre produit désinfectant, c'est préférable aux petites lingettes. Les petites lingettes conviennent mieux aux petites pièces d'équipement car il serait difficile pour une grande pièce d'équipement de rester mouillée assez longtemps pour obtenir le temps de contact. Il est préférable d'utiliser une solution et un chiffon plutôt que des désinfectants en vaporisateur, habituellement pour des raisons de santé et de sécurité au travail, en raison des risques liés à l'inhalation. Il est préférable d'utiliser une solution et un chiffon plutôt que de faire la désinfection par pulvérisation. Mais je pense qu'il faut s'assurer d'utiliser quelque chose qui est compatible avec ce qui est nettoyé et de tenir compte du temps de contact. Avez-vous le bon produit? S'agit-il d'un nettoyant ou d'un désinfectant distinct? Votre chaise d'aisance est-elle suffisamment mouillée pour obtenir la désinfection désirée? S'il faut un temps de contact de 2 minutes, il est très peu probable qu'un essuyage rapide avec une lingette désinfectante garde la chaise mouillée pendant ces 2 minutes. Pensez aux principes dont nous avons parlé, ainsi qu'aux instructions du fabricant concernant l'utilisation de l'article nettoyé et du produit de nettoyage. J'espère que cette information est utile. D'accord, merci. Oui. On ne peut appuyer aucune marque de produit, alors on adopte des messages généraux comme celui-ci.
Quelles sont les recommandations pour les produits de nettoyage de l'équipement avant la désinfection? Ce sera très semblable. Vous voulez examiner les instructions du fabricant. Vous trouverez des conseils sur les nettoyants généraux dans notre document du CCPMI. Mais vous voulez un nettoyant ou un détergent qui enlèvera toute souillure visible, toute matière organique, tout liquide organique. Utilisez-vous un nettoyant et un désinfectant distincts ou un produit combiné à 2 étapes qui fait les deux? Vous devez comprendre ce que vous utilisez. Je ne sais pas si ce produit se rapportait à la première étape de nettoyage. Nous avons mentionné qu'un article doit être nettoyé avant de pouvoir être désinfecté. Le désinfectant qui tue ou inactive les micro-organismes ne peut pas pénétrer sous les liquides organiques et les souillures, alors vous devez d'abord nettoyer l'article. Et si vous pensez au nettoyage, vous devez aussi penser à la façon dont vous gérez vos produits de nettoyage. Il peut s'agir de chiffons et de têtes de vadrouille. Vous devez penser à la façon dont vous gérez ces produits de nettoyage aussi. Et c'est là que la question m'a laissé perplexe. Merci. Prenons une autre question. Tanya, pouvez-vous répondre? Il y a des questions sur les vérifications, essentiellement sur la surveillance du nettoyage de l'environnement. Oui, vous pouvez utiliser plusieurs types de vérifications. Vous pouvez utiliser les listes de vérification pour les observations, ainsi que les documents sur les pratiques exemplaires en PCI du CCPMI. Ils contiennent des exemples de listes de vérification que vous pouvez élaborer vous-même. Vous pouvez aussi faire des sondages et des audits de performance. Essentiellement, surveiller l'employé pendant qu'il travaille pour s'assurer qu'il accomplit tous les points clés nécessaires. Il y a aussi les essais après le nettoyage de la surface. Vous pouvez utiliser différentes stratégies, comme la surveillance de l'ATP ou le marquage fluorescent. Et, dans certains cas, la culture environnementale, aussi pour s'assurer que le travailleur en services environnementaux fait son travail efficacement et rejoint toutes les zones devant être nettoyées et désinfectées comme mentionné. Voilà 2 ou 3 modalités de vérification. Le document sur les pratiques exemplaires du CCPMI en fait état. Vous pouvez consulter les ressources supplémentaires pour les membres de PCI Canada à des fins de vérification. D'accord. Cela semble bien. Il reste des questions, mais nous allons essayer d'y répondre individuellement, si votre nom est là. Malheureusement, nous ne pourrons pas répondre aux participants anonymes parce que nous ne savons pas qui vous êtes. Veuillez voter, puis répondez aux questions de sondage devant vous. Et après la séance, veuillez remplir l'évaluation. Merci beaucoup, Tanya et Sarah. Nous annoncerons bientôt les séances à venir, les séances 4 à 6, et nous enverrons des courriels. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être venus.